Donc nous poursuivons cette matinée tardive en essayant de ne pas trop prendre de retard avec Thomas Bertaille de l'université de Rennes 2 qui est actuellement doctorant en histoire de l'art et sa thèse s'intitule Du Black Power à Black Lives Matter, 50 ans de production graphique d'une jeunesse américaine engagée dans la lutte pour l'égalité. Et c'est tout à fait bien de nous inscrire dans une durée longue. Et je vous en remercie. Donc, vous intervenez sur le thème « Une lutte pour la visibilité et la revendication d'une identité collective, l'affiche au cœur des organisations influencées par le Black Power ». Je vous laisse la parole. Merci. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à parler ici. Je suis très honoré. Donc, alors, en 1966, le militant des droits civiques et président du Southern Nonviolent Coordinating Committee, Stokely Carmichael, devient le porte-voix et l'architecte du Black Power. Ce cri de résistance est une réponse à la marginalisation de la population africaine-américaine dans un pays où elle peine à obtenir une place malgré l'adoption des Voting Rights Act de 64 et de 65. Pardon, vous m'entendez mal? Ah oui, c'est bon là? C'est mieux si vous parlez plus près. Ok, ouais, très bien. Pardon. Ok. Cette exhortation résonne alors comme une célébration de la culture et de l'identité africaine-américaine et affirme la volonté de briser les chaînes du racisme institutionnel et structurel afin de prendre part à l'exercice des pouvoirs économiques et politiques dans un pays réfractaire à la présence égalitaire des minorités. La naissance et la diffusion de cette idéologie ont inspiré des organisations politiques radicales et révolutionnaires telles que le Black Panther Party, dans lesquelles l'image occupe une place fondamentale afin de rendre compte de la lutte, mais aussi d'incarner visuellement le concept de Black Power. Véritable outil de revendication et de dénonciation, les créations visuelles de ces organisations politiques sont des vecteurs essentiels de visibilité et de lutte contre la naturalisation des stéréotypes raciaux et sociaux, permettant d'opérer une rupture avec les canons iconographiques dépréciatifs ordinaires. Comme il l'explique dans son essai Revolutionary Art, A Tool for Liberation, l'artiste Emory Douglas envisage l'art comme un outil pour fédérer et représenter les masses face à l'impérialisme états-unien, tout en révélant l'identité collective de la communauté africaine-américaine, afin de briser les structures d'oppression. Ainsi, durant ma présentation, je souhaiterais m'interroger sur la manière dont les artistes des organisations politiques radicales influencées par le concept de Black Power, au tournant des années 70, ont produit des représentations graphiques opérant une critique du pouvoir états-unien et ont donné une forme visuelle au collectif et à son identité à travers le médium de l'affiche, bénéficiant d'une capacité reproductible et d'un impact visuel singulier. Pour cela, dans un premier temps, je tenterai d'analyser les tentatives de définition d'une esthétique du Black Power. Par la suite, à travers l'exemple du Black Panther Party, je m'intéresserai aux représentations du collectif à l'aune du Black Power Movement. Ensuite, je chercherai à montrer l'influence de la pensée visuelle et esthétique du Black Panther Party et du concept de Black Power au sein d'autres mouvements de libération nationale états-uniens. Enfin, si le temps me le permet, je tenterai d'évaluer l'influence du Black Power aujourd'hui. Parallèlement à la naissance du Black Power, nombreux sont les intellectuels et artistes qui tentèrent de théoriser sa transposition esthétique. Certaines de ces tentatives sont compilées dans deux importants ouvrages définissant une esthétique noire. Le premier, édité en 1968 par Larry Neal et Amiri Baraka, intitulé Blackfire. Le second, dirigé par Addison Gale en 1971, intitulé The Black Aesthetic. Dans cet ouvrage, Addison Gale insiste en l'importance de la figure de l'artiste militant dans la lutte pour le pouvoir noir. Pour cela, il doit s'émanciper de la tradition iconographique occidentale et états-unienne pour maîtriser sa propre identité et en faire un symbole de fierté. C'est pourquoi de nombreux artistes africains-américains vont rechercher leurs racines dans une culture qui serait africaine, parfois fantasmée. En effet, comme l'explique l'activiste James Boggs, dans son essai Black Power, A Scientific Concept Whose Time Has Come, je cite, « L'identification au passé africain est utile dans la mesure où elle permet aux Noirs américains de développer un sens identitaire affranchi de la civilisation occidentale, responsable du vol de leur humanité en les privant de toute histoire. »
Cette implication de l'artiste à la recherche d'une esthétique noire et son inscription dans le mouvement du Black Power est à mettre en parallèle avec la naissance dans la deuxième moitié des années 60 du Black Arts Movement, réunissant des artistes liés à l'avant-garde politique révolutionnaire, explorant l'expérience culturelle et historique africaine-américaine afin de lui donner forme et visibilité dans une démarche pour et par la communauté. Comme l'explique Rebecca Zorak dans son ouvrage Art for People's Sake, je cite, « Le Black Art Movement dépend fortement de sa relation particulière au peuple. Ainsi, dans Blackfire, Larry Neal explique que l'artiste doit favoriser la libération psychologique de son peuple, par sa représentation sans laquelle aucun changement n'est possible. Selon lui, je cite, « L'artiste et le militant politique ne font qu'un, ils sont tous deux façonneurs de la réalité future. » C'est dans ce contexte intellectuel et artistique que l'artiste Emory Douglas intégra en 1967 le célèbre Black Panther Party for Self-Defense, fondé un an plus tôt à Oakland, en Californie, par Huey P. Newton et Bobby Seale. Comme d'autres communautés africaines-américaines de l'Amérique post-Civil Rights Movement, les ghettos noirs d'Oakland affichaient des taux de pauvreté et de chômage colossaux, des niveaux d'éducation et des soins de santé insuffisants, des cas de harcèlement policier incessants. Aussi, le Black Panther Party a répondu à la sollicitation révolutionnaire du Black Power afin de s'opposer à toutes les formes d'oppression et appeler à la révolution noire en promouvant la légitime défense. Emory Douglas collabora à la dimension visuelle du parti dès la publication du second numéro de The Black Panther, le périodique du parti, et a rapidement été appelé au poste de ministre de la Culture et artiste révolutionnaire, responsable non seulement de la production du périodique, mais également des affiches, tracts et pamphlets distribués dans tout le pays, son travail devenant ainsi l'identité visuelle de l'organisation. Rouage nécessaire à la mécanique militante, The Black Panther est le symbole le plus ostensible du parti. Chaque numéro met en lumière la lutte pour organiser la communauté et promouvoir le programme du parti. À son apogée, de 68 à 71, c'était le journal noir le plus lu aux États-Unis, atteignant un pic de diffusion hebdomadaire de plus de 200 000 exemplaires. Poursuivant une longue tradition d'art résistant et révolutionnaire, Douglas était l'agitateur graphique le plus prolifique du Black Power, rappelant que l'image est un champ de bataille politique. L'illustration de la dernière de couverture du journal était souvent réimprimée séparément et collée sur les murs des ghettos, transformée ainsi en affiche, comme un acte de réappropriation de l'espace et de visibilisation. Douglas s'inscrit dans la tradition de la contestation graphique par ses dessins et collages, satiriques faisant écho aux œuvres antifascistes de Kate Colvitz ou encore John Herzfeld. Il fut également particulièrement influencé par des artistes africains-américains tels Aaron Douglas, Romary Burden ou encore Charles White, tant par leur technique que leur capacité à revaloriser et rendre visible la communauté africaine-américaine. Influencé par le Black Arts Movement, le succès des illustrations de Douglas provient en grande partie de sa capacité à représenter le collectif avec fidélité et force, afin d'exacerber le sentiment d'appartenance à l'organisation et plus généralement à la communauté. Son dessin adopte des lignes puissantes, ses personnages des visages déterminés et sombres. Il fut influencé par l'esthétique des gravures sur bois, qu'il interpréta avec pinceau, plume, encre et marqueur, tout en étant contraint par les matériaux dont il disposait, d'abord une machine à écrire, des caractères transferts et une Ronéo, puis le succès du parti et du journal progressant, un matériel de photocomposition et une machine offset. Les dessins de Douglas sont faits de symboles et de mythes à la recherche de connexions culturelles avec l'Afrique, par l'utilisation de motifs traditionnels, de traits épais et stylisés, en rupture avec les conventions de représentation académique. Dans ses œuvres, les mots accompagnent l'image pour accentuer leur puissance et la photographie est souvent appelée pour sa capacité à révéler le réel. Il représente le parti en action, la communauté maître de sa destinée, digne, affranchie des plaies et des vices engendrés par l'État oppresseur, tout en dépeignant l'obscure réalité de la vie dans les ghettos sans voyeurisme, avec respect et affection. On voit d'ailleurs l'utilisation du drapeau américain qui renvoie aux présentations précédentes.
On le voit aussi ici avec la description du groupe, de la communauté active, encore révolutionnaire, unie et marquée par les symboles du Black Power et du parti dans une sorte de rhétorique de l'exaltation. Le texte y joue un rôle essentiel comme vecteur de slogan. Douglas représente le parti en révolution et agressif, symbolisant l'autodéfense armée face à l'impérialisme états-unien, l'establishment, le pouvoir et les organes de répression, qui sont représentés, eux, en porc ou en rat. Aussi, ces dernières de couverture sont des outils pédagogiques de dénonciation, dont le graphisme et la lisibilité en font des outils didactiques, là aussi s'inscrivant dans l'histoire du graphisme politique. Enfin, à travers une collection de portraits anonymes, Douglas individualise les membres de la communauté africaine-américaine afin de les valoriser, tout en donnant à voir les opérations éducatives, sociales et médicales effectuées par le parti. Au-delà des activités révolutionnaires, Emory Douglas a conscience que l'imagerie politique est le lieu de rencontre et d'échange avec l'ensemble des publics auxquels elle est destinée. C'est pourquoi il s'adresse à l'ensemble des membres de la communauté en représentant ses composantes, avec l'enfance, qui constitue un argument non négligeable, étant donné ses implications affectives et la symbolique de l'avenir et des choix décisifs qu'il engage, la jeunesse, qui représente la vie, un front commun pour l'accélération des phénomènes de conscientisation, l'adhésion au groupe et son programme, les femmes qui sont des membres actifs de la communauté, les piliers de son fonctionnement, et le troisième âge, car comment concilier la promesse d'un avenir meilleur avec la peine et la solitude qui sont le triste privilège de cette catégorie. Ce travail iconographique me permet d'évoquer les artistes moins représentés et souvent oubliés du Black Panther Party, pourtant essentiels à la représentation de l'organisation et de son identité. L'une des artistes les plus récurrentes et influencées par Emory Douglas est Gail Azalea Dixon. Celle-ci met fréquemment en valeur les images anonymes de la communauté et les activités du parti en mêlant dessin et collage. J'ai également identifié les œuvres de Tarika Lewis, surnommée Matilaba, et de Bourde, que j'ai pas encore su parfaitement identifier, et d'autres encore artistes, mais ça ferait long. Tous ces artistes sont influencés par les suggestions émises à la fois par les théoriciens de la black esthétique et en même temps par Emory Douglas. Ces dernières de couverture, transformées en affiches, sont des exemples du travail graphique de Douglas et ses camarades de lutte pour dessiner une forme visuelle ou collective et son identité. Le travail de Douglas s'est aussi affirmé sur des supports et formats plus grands, véritablement destinés cette fois-ci à devenir des affiches, éditées en quantité inférieure mais souvent en sérigraphie de meilleure qualité. Ce sont souvent des portraits de leaders et icônes de l'organisation, illustrés sous forme de photomontage ou parfois, et même seulement, photographiés. Ils incarnent le parti et le collectif comme Huey Newton, Bobby Seale et Eldridge Cleaver. Ils adoptent les symboles de l'organisation, donc tels que le béret, le manteau de cuir, les armes, dans une iconographie rappelant les racines de leur africanité. Ces posters et illustrations servent souvent aussi à donner des images splendides du héros et parfois un visage glorieux à l'échec pour provoquer les passions ou au contraire la colère. Ces posters représentent aussi les victimes de l'oppression. Ce type d'iconographie utilisant des motifs rayonnants ne sont pas sans rappeler l'iconographie constructiviste soviétique ou maoïste, typique de l'image politique choisissant de sanctifier des êtres réels faisant du martyr le degré suprême de l'incarnation, l'identité d'une valeur et d'une vie où la mort transfigure la personne et la cause. Ces références rappellent l'influence internationaliste exercée sur le Black Panther Party et le soutien de ce dernier à l'ensemble des luttes de libération nationale et tiers-mondistes. L'organisation s'inscrit dans un espace mondialisé et bénéficie de l'accessibilité grandissante des nouveaux médias, où la ronéo et la sérigraphie sont des armes puissantes. La police et l'armée sont le symbole de la violence arbitraire de l'Occident sur les peuples colonisés, auxquels le Black Panther Party s'identifie. Cet anti-impérialisme a fédéré à travers le monde un front commun de la jeunesse, faisant grandir ce qui fut appelé un gauchisme mondial,
alimenté par l'internationalisme cubain et surtout la naissance de l'OSPAL, créé en 1966 lors de la conférence tricontinentale à Cuba. L'OSPAL fut l'une des organisations les plus dynamiques et engagées esthétiquement dans la lutte anti-impérialiste et a vigoureusement soutenu le mouvement du Black Power, qu'elle a probablement aussi influencé visuellement, comme on le voit ici, à travers ses célèbres posters dotés d'un langage imagé au service de la lisibilité du message. Les œuvres d'Emory Douglas témoignent elles aussi de cet échange qui finalement s'est fait sous forme d'aller-retour. On retrouve alors ces affiches, ah oui, on a d'autres exemples encore, qui vont aller jusqu'à influencer des mouvements bien postérieurs en 81 avec la Namibie. Donc on retrouve ces affiches collées dans les QG du Black Panther, mais aussi sur les murs de la rue. Donc aux États-Unis, a priori, on colle les affiches dans la rue quand même. Et lors de rassemblements, leur conférant une forme de performativité. Et je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais oui, en effet, il y a une culture aussi de la vitrine dans laquelle on accumule les images pour les montrer, les affiches. Alors, je voudrais également du coup montrer rapidement d'autres sources que j'ai pu observer, montrant l'influence visuelle exercée à la fois par la Black Aesthetic et le Black Panther Party sur de nombreux artistes et organisations états-uniennes, voire même étrangères. Elle montre l'importance des relations du parti avec des organisations alliées et la forte circulation des images dont l'organisation est la source et qu'on retrouve dans de nombreux périodiques surtout, mais aussi quelques affiches. Et ces périodiques utilisent de la même façon la dernière page sous forme d'objets qu'on peut déchirer et afficher chez soi ou dans la rue. Donc ici, on a les œuvres de David Mosley qui va s'attacher à représenter régulièrement les leaders du mouvement. On a énormément de comités de soutien pour les membres du Black Panther qui sont emprisonnés ou en jugement, qui vont produire des affiches qui vont énormément circuler, surtout à New York. Donc là, on a quelques exemples d'autres périodiques qui sont très influencés par le Black Panther et qui vont même jusqu'à réutiliser les images produites par Douglas. Là, c'est un périodique de prisonniers américains. Là, la branche du Black Panther à New York. Et on retrouve même ces affiches en France, dans les locaux de l'UNEF en 68. Voilà. À partir de 72, le dynamisme du Black Panther Party est plus... Ah oui, pardon. Oui, aussi, je voulais parler du coup du Black Power comme un outil influençant les politiques minoritaires, autres que la question africaine-américaine. En effet, l'empowerment promu par le Black Power a servi de modèle aux politiques des identités menées par les minorités aux États-Unis jusque dans les années 90, qu'elles soient ethniques, sexuelles, de genre ou les trois à la fois. On a des exemples avec le Red Power de l'American Indian Movement, le Brown Power du Chicano Movement, ou encore le Yellow Power au sein du mouvement de libération asiatique. Il ne faut pas oublier non plus l'influence qu'a pu avoir le Black Power sur le Gay Liberation Movement ou le mouvement féministe américain. Ces mouvements se sont aussi posé la question de la subjectivité, de l'autodéfinition et de la nécessité du séparatisme, de la reconstruction non eurocentrée, non américano-centrée et non hétérocentrée de leur histoire et de leur culture. Donc aussi, au sein de ces mouvements souvent alliés au Black Panther, on retrouve une forte influence visuelle du Black Power Movement et d'Emory Douglas. Leurs périodiques adoptent souvent la même forme et les mêmes outils de représentation, comme ici avec les Young Lords portoricains, qui a été basé à Chicago et à New York, qui vont réutiliser les mêmes motifs, donc le porc et les rats pour représenter l'establishment, l'utilisation du motif de l'arme chez
le Parti révolutionnaire Chicano, qui produit du coup des dernières de couverture très influencées par celle du Black Panther. Et on retrouve même cette influence chez des mouvements blancs dits prolétaires, enfin qui se disaient prolétaires et qui se considéraient eux-mêmes comme subissant les mêmes sévices que les minorités racisées, qui vont produire aussi des affiches avec parfois le réemploi même des motifs créés par Douglas. Ou encore qui vont citer les leaders du mouvement. À partir de 1972, le dynamisme du Black Panther et plus généralement des mouvements de libération nationale et de la nouvelle gauche radicale américaine s'essoufflent. Ils sont traqués par le FBI et souvent épuisés par la lutte. Et par conséquent, ils sont forcés d'agir soit dans la clandestinité, soit de changer de mode de fonctionnement. Et la lutte continue, mais de différentes façons dans les prisons et surtout dans les universités ou dans des organisations plus locales. Et donc l'influence visuelle du Black Panther va beaucoup diminuer. Aussi, 5 décennies après la naissance du Black Power, l'actualité américaine remet en question l'efficacité des changements sociaux survenus depuis le mouvement pour les droits civiques et la naissance du Black Power. Qu'il s'agisse de l'ouragan Katrina en 2005, du meurtre de Trayvon Martin en 2012, des émeutes de Baltimore en 2015, de l'élection de Donald Trump en 2016 ou encore des manifestations de suprématistes néo-nazis à Charlottesville en 2017. L'histoire récente des États-Unis nous rappelle l'existence et la persistance de grandes disparités sociales et d'un racisme intense au cœur du pays. Car si officiellement la loi américaine garantit l'égalité de ses citoyens, le racisme institutionnel est en revanche bien vivant et se combine avec d'autres formes de discrimination. Plus culturelles que biologiques, celui-ci vient s'imbriquer dans les anciennes formations ségrégationnistes qui ont successivement visé les Africains américains. C'est la raison pour laquelle nous avons assisté à la résurgence d'un important militantisme africain-américain au début des années 2010, avec en particulier le mouvement Black Lives Matter. L'observation de ce dernier m'a amené à identifier l'héritage que ces militants portent vis-à-vis d'organisations du passé telles que le Black Panther Party, de par leur position politique et leur sensibilité particulière aux nouveaux médias qui leur sont contemporains. En effet, leur capacité à communiquer grâce aux réseaux sociaux et la construction d'une identité visuelle et esthétique symbolisant l'identité africaine-américaine montre l'importance de l'expression artistique dans le langage politique et social de la jeunesse militante. Profitant d'une hypervisibilité offerte par les nouveaux médias, les militants adoptent des méthodes performatives rappelant celles du Black Panther et du Black Power, ou tout simplement l'adoption de codes esthétiques similaires à ceux théorisés par le Black Arts Movement ou des artistes comme Emory Douglas, tout en les adaptant aux enjeux sociaux contemporains. Les créations sont souvent accessibles sous format numérique et ainsi facilement imprimables et affichables sur des panneaux de grève ou encore dans les locaux du mouvement. Donc on a des reprises textuelles, littérales, parfois des affiches d'Emory Douglas qui ont été revisitées, ou des productions qui font appel à la fois aux traits et aux méthodes du photocollage avec cette façon d'utiliser très peu de couleurs qui renvoie directement au dessin aux créations de ces années 70. Et donc oui, elles abordent évidemment du coup à la fois les questions du racisme, mais aussi les questions du genre ou de la sexualité. Et donc tout en adoptant à la fois cette typographie et ces slogans qui pourront renvoyer au mouvement des années 70 et en même temps en les adaptant à aujourd'hui. En conséquence, les formes visuelles proposées par le Black Power Movement étaient suffisamment inédites et marquantes pour continuer à frapper par leur qualité esthétique et plastique 50 ans après leur réalisation. Tout comme aujourd'hui, une nouvelle manière de faire de l'art, de produire des images était possible à travers l'affiche, qui ne devait plus grand-chose au médium conventionnel, pas plus qu'au régime de la propriété que le capitalisme présentait comme inéluctable. L'idée centrale du Black Art Movement reste celle d'un art décolonisé, libéré des musées,
conservatoires, salons et galeries de peinture échappant à la parenthèse artistique où l'aurait relégué la bourgeoisie blanche pour descendre dans la rue, envahir la vie quotidienne et en faire son matériau. Et aussi, je voulais profiter de ces quelques minutes qui me restent, peut-être, je ne sais pas, 2 minutes, ouais, pour vous faire part de mes incertitudes quant à ma participation à cette journée d'études depuis quelques semaines dans le contexte social actuel. Donc en tant que doctorant non financé, cumulant à la fois emploi, recherche et enseignement, je m'interroge sur cette précarité si commune et sur notre rôle à jouer au sein des conflits sociaux contemporains compte tenu de nos pratiques universitaires. En effet, les Black Studies, les Cultural Studies et Visual Studies ont été à l'origine des prises de position politiques radicales quant à la pratique des sciences humaines et de l'histoire des images. Ces études sont des outils destinés à alimenter nos connaissances au profit de l'analyse du fait politique, de notre liberté et de notre conscience. Elles ne doivent pas devenir l'instrument des dominants et de leurs ambitions qui conduiront à la digestion des revendications politiques qui sous-tendent la contre-culture. Dans le contexte actuel, je m'interroge sur le silence souvent assourdissant de nombre de représentants de la recherche universitaire et des études visuelles. Comment comprendre que des événements tels que le nôtre aujourd'hui ne soient pas rattrapés par l'actualité, que nous, participants, soyons souvent invisibles sur le terrain des luttes sociales, alors que de nombreux étudiants et quelques enseignants à Paris comme dans le reste de la France sont actuellement mobilisés. L'on entend trop peu les représentants les plus influents de nos domaines de recherche, aux origines pourtant si politiques. Aussi, c'est à leur connaissance, à votre connaissance et à nos connaissances, notre engagement que je fais appel dans la mobilisation interprofessionnelle actuelle contre le démantèlement du système de solidarité publique, contre l'ensemble des violences sociales et physiques et contre la mise en place prochaine de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui, suivant l'aspiration du PDG du CNRS, Antoine Petit, je vous le rappelle, ce devra d'être, je cite, inégalitaire et darwinienne. Vous le savez, cette loi ne pourra que renforcer les fragilités actuelles de l'enseignement supérieur et de la recherche publique et une vision de celle-ci basée sur la compétition à tous les niveaux. Et voilà, je vous rappelle que du coup, samedi 18 janvier aussi, l'Assemblée générale de la coordination nationale des facs et labos en lutte a voté pour une grève totale et illimitée. Et donc, ce serait bon que nous nous interrogerions sur les façons aujourd'hui, notre rôle à jouer, je pense, dans la recherche aujourd'hui, dans l'avenir de la recherche et de l'université française et la façon dont on peut lutter. Je vous remercie. Il y a des questions dans la salle pour clore le cycle américain. Sinon, nous allons passer là. Ah, une question, monsieur. Je voudrais remercier Thomas Bertaille pour cette communication très intéressante. Voilà. Et est-ce que c'est mieux? Oui. Voilà, je me joins à lui pour sa déclaration finale sur les mobilisations en cours. Ça aurait été intéressant de trouver des affiches sur les retraites, les pensions. Bon, j'en ai cherché de mon côté, mais malheureusement, les quelques affiches que j'ai trouvées sur les retraites évoquaient des situations et des pays où finalement les luttes avaient débouché sur la disparition d'un système national de retraite et la transformation en fonds de pension, donc j'ai préféré m'abstenir. Voilà. Et donc j'ai une question sur en fait l'évolution des affiches au sein du Black Panther Party. Il me semble que en fait, elle dénote aussi une évolution politique, y compris. Donc, j'aurais voulu vous entendre là-dessus, notamment par rapport aux affiches de Gail Dixon, qui, je pense, marque un petit peu un tournant du Black Panther Party vis-à-vis la question des femmes et du genre. Donc, voilà, c'est une question sur cet aspect-là. Et une autre toute petite question sur le SNCC, le SNCC, et je sais que
Ils ont publié et vendu des affiches, certaines avec beaucoup de succès. Certaines affiches ont été vendues à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc voilà, j'aurais voulu peut-être quelques précisions là-dessus. Voilà, je vous remercie. Merci pour ces questions. Alors, pour ce qui est de l'évolution iconographique, surtout, en effet, en fait, au départ, les affiches qui sont publiées par le Black Panther, elles sont très agressives et elles dénotent en fait leur volonté révolutionnaire. Donc ça va d'à peu près de 66 à disons 70, 71, où on voit les membres du parti et les personnages représentés souvent armés, avec fréquemment aussi des attaques directes vers des personnages ou ces symboles de l'État. Et à partir de 70-71, on a un affaiblissement de la rhétorique violente que peut utiliser Douglas en particulier dans les images pour s'attacher davantage, oui, ce que vous disiez, sur les individus de la communauté africaine-américaine, sur l'ensemble de cette partie de la société. Et du coup, avec davantage de femmes, quand même, il y en a un peu au départ, mais c'est vrai beaucoup moins. Et en fait, la question féminine est un sujet qui est hyper récurrent au sein du parti, qui va soulever énormément de débats parce qu'on va souvent accuser certains des leaders de faire preuve de beaucoup de masculinité, et de pression au sein du mouvement. On a quand même quelques figures qui s'en détachent, féminines, mais c'est vrai qu'ils seront souvent cachées par les figures les plus masculines du parti. Après, Denise Oliver, je ne sais pas qui est entrée ensuite chez les Young Lords. Voilà. Elle était au Black Panther dans le bureau new-yorkais avec Eldridge Cleaver, et en fait elle a quitté en grande partie le Black Panther pour ces raisons-là, parce qu'elle en avait marre du machisme, ouais, exactement, c'est ça, du machisme qu'il y avait au sein du parti. Et en termes de représentation, du coup, c'est vrai que ça se traduit quand même beaucoup avec peu de représentation féminine, et quand elles le sont, c'est souvent dans des postures très maternelles et moins valorisantes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ah si, et pour les affiches du SNCC, alors les affiches du SNCC, en effet, il y en a eu pas mal, que j'ai pas mises là, c'est dommage, mais en gros, il y en a 4 connues qui ont été réalisées par Danny Lyon, qui ont en effet été énormément publiées. Elles ont influencé pas mal le Black Panther, en particulier une qui n'est pas une photo de Danny Lyon, mais qu'il a lui-même mis en place avec une photo de lynchage où il est écrit Mississippi. Et en fait, cette façon de s'approprier les photographies de lynchage, qui à la base étaient des objets qui tournaient au sein des milieux suprématistes blancs, et en fait, Danny Lyon décide d'en renverser la portée raciste, pour justement l'utiliser et créer une forme d'horreur et de dégoût, et le Black Panther veut réutiliser aussi beaucoup d'images de lynchage aux mêmes fins, et que j'ai pas mises ici du coup, mais ouais. Ouais. Une question aussi, une autre pour Michael. Très vite. Et si vous avez repéré l'influence des latins, des Sud-Américains, oui, aussi par exemple dans les magazines, le journal du Parti Revolucionario Chicano, que la chispa, par exemple, c'est un mot en espagnol, ¿no? C'est la chispa révolutionnaire, ¿no? Ça. Et aussi Tony Peralta, tout ça, non? Et autre chose, par exemple, par rapport à
les années 60 et maintenant avec Black Lives Matter, quelle influence du marché de l'art peut avoir avec ces mouvements sociaux, parce qu'avant, il n'était pas ainsi développé, et maintenant, oui, il y a un marché de l'art sur le street art. Donc, s'il y a une influence sur les mouvements sociaux, sur les types des affiches. Merci. Ouais. Alors, vous avez raison, la communauté sud-américaine, latine-américaine a énormément influencé les illustrations du Black Panther. On trouve souvent dans le journal justement des illustrations qui ne sont pas réalisées par les membres du Black Panther, mais par d'autres mouvements de libération nationale américains d'origine latine. Et on a l'influence de l'OSPAL que j'ai abordé tout à l'heure aussi, qui est quand même important. Et concernant le marché de l'art, c'est une bonne question. Et en fait, c'est intéressant, ces objets je pense comme les affiches de mai 68 ou n'importe lesquelles, c'est des objets qui à la base sont profondément contre-culturels et qui finalement subissent une appropriation énorme par le marché de l'art. Et même les artistes concernés vont parfois d'eux-mêmes lancer des reproductions de leurs affiches. Enfin, Douglas l'a fait. Et pour ce qui est de Black Lives Matter, ce qui est intéressant, c'est que souvent les personnes qui sont impliquées dans la production d'images pour le mouvement, pour le coup, sont des artistes avant tout, mais plus ou moins professionnels, et ils ne sont pas affiliés au mouvement, et du coup eux ils vivent de toute manière du marché de l'art et du fonctionnement de marché. Il y a un système de production qui est quand même différent entre le mouvement et le Black Panther. Il y a deux autres questions, mais comme je suis un peu gardienne du temps, Béatrice et Michael souhaitaient intervenir. Une autre question peut-être là, je n'ai pas vu. Bon, commençons par Béatrice. Je vais faire circuler peut-être le micro et on peut essayer de cumuler les questions. Oui. Vous avez parlé vers la fin de l'exposé de la théorisation de Douglas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? C'est de quel est le type de théorisation en fait qu'il propose? C'est pas défini textuellement avec une règle précise, mais disons qu'il a créé une forme visuelle qu'on voit dans ses œuvres qui vont énormément influencer en fait les autres artistes qui vont travailler pour le Black Panther. Et du coup, c'est ce que je disais au départ, c'est vraiment l'intention d'utiliser une forme d'iconographie qui ferait évocation à l'africanité des membres du parti. C'est l'utilisation aussi influencée du coup par le manque de moyens de ces traits appuyés, de dessins souvent monochromes ou bicolores. C'est ce genre d'affiches toujours très stylisées aussi, qui restent assez peu précise, quoique après, à la fin du mouvement, du parti, il commence à être très précis dans ses traits, mais voilà. Mais c'est pas propre à Douglas. Non, c'est pas propre à Douglas, c'est propre surtout à la question de l'affiche et à la création en général des affiches dans des conditions. Oui, merci beaucoup. Je voulais vous poser une question et un commentaire. En fait, en ce qui concerne, parce que vous avez répété beaucoup les mots influence et l'influence de l'OSPAL, moi je pense qu'il ne faut pas, à mon avis, parler en termes d'influence, parce que les Black Panthers faisaient partie du mouvement de la tricontinentale. Ils étaient invités. Donc, je ne sais pas si on peut parler, le terme influence me semble un petit peu court ici, parce qu'il faut parler d'une circulation des marches partagées, échangées et intégrées au même titre les uns et les autres. Donc ça, c'est un petit commentaire pour montrer bien comment on doit dépasser les limites territoriales et nationales pour parler de ce genre de sujets, comment il faut casser les liens entre Nord et Sud. Et l'autre question que je trouve extrêmement... deux questions. Une, le rôle de l'enfant comme sujet révolutionnaire. C'est quelque chose qui se met en place
pas exclusivement dans les Black Panthers, dans plein de mouvements. Donc si vous pouvez dire un mot, peut-être, ou sinon dans l'après-midi on peut parler sur ça, parce qu'il joue un double rôle, et c'est très inconfortable, et pour cela ça relie avec la question, parce qu'on a l'enfant en pleurant, hein, quand on voit les revues de la tricontinentale, mais on a l'enfant avec la Kalachnikov qui se défend. Normalement, après, avec les transformations des droits des mouvements aux années 80, toute cette iconographie devient très inconfortable, parce que c'est une iconographie assez violente. Et donc, pour cela, ça me mène à ma deuxième question, sur Black Lives Matter. Jusqu'à quel point, dans toute la production iconographique de Black Lives Matter, cette réappropriation des Black Panthers, on joue, et comment ils jouent un rôle là, parce que c'est quand même difficile, dans les moments du terrorisme global, reprendre ce sort d'images. Donc je ne sais pas si ce sont des éléments ponctuels, si c'est une partie minuscule de toute la production des Black Lives Matter. Est-ce que c'est... je vois aussi cette généalogie qui veut se créer, hein, avec la gauche radicale, mais est-ce que ça a un emplacement aujourd'hui un peu compliqué. Et je pense que vous voulez récupérer les questions, et après, sinon on peut parler plus tard. Peut-être on peut récupérer les deux autres questions qu'il y avait, et tu peux essayer de répondre. Je réponds très rapidement. C'est une bonne remarque pour l'OSPAL. C'est vrai que de toute manière, il y a un échange d'images énorme, et c'est pas... Et du coup, c'est une bonne remarque. Pour ce qui est de la dernière remarque sur sur l'enfance et sur... Black Lives Matter, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'images violentes comme on peut les avoir chez Black Lives Matter que dans le Black Panther Party. Pour autant, alors du coup, c'est des objets beaucoup plus éphémères. Ouais, en fait, en allant aux États-Unis et parfois dans des vidéos, on trouve en fait un art bien plus éphémère, qui soit celui du pochoir, celui de la rue, enfin du graphe. Où on a la reprise de motifs armés du coup importants. Il y a Huey Newton qui va être représenté avec un fusil, et souvent avec écrit en dessous Black Lives Matter. Et c'est sûr qu'on n'a pas une iconographie aussi vaste sur la question de la lutte armée avec Black Lives Matter, mais je pense que il y a quand même une forme d'héritage là-dessus qui a creusé. Et je pense que, en fait, selon surtout les régions aux États-Unis, Black Lives Matter n'a pas du tout la même intensité, avec du coup des villes où ils vont être dans une revendication très, très radicale, ou d'autres beaucoup plus modérées et consensuelles. Et je pense que ça du coup, ça va avoir une influence sur l'iconographie produite ensuite par les artistes. Une dernière question. Oui, alors c'était une toute petite, peut-être une petite remarque qui venait par rapport à ce qui avait été dit sur comment il y a eu un basculement dans l'iconographie au sein des Black Panthers. Et c'est une piste que j'évoque, mais au tout début, les Black Panthers avaient une iconographie extrêmement violente, de représentation de fusils, des armes, des choses comme ça. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, en Californie, le port d'armes, ce qu'on appelle open carry, donc, était autorisé, et donc on avait le droit de défiler dans la rue avec des armes, et c'était ça qu'ils mettaient aussi. C'est ce qu'ils faisaient, oui. Exactement. Et très vite, dès l'année suivante, dès 67, il y a eu une loi qui interdisait, parce qu'ils ont eu très peur de voir des Noirs dans la rue avec des armes, et donc c'est devenu interdit. Donc, mais ensuite, je dirais que le basculement s'est fait effectivement autour de 70, véritablement, parce que il y a eu une montée en puissance. En fait, le Black Panther Party est devenu, Hoover l'a dit, l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis. Et donc il y a eu cet organisme dont on a su par la suite qu'il existait, le COINTELPRO, qui était vraiment l'organisme interne pour créer des scandales, espionner en interne et faire tomber en fait des opposants politiques, qui s'est fait, et notamment, et c'est pour ça que la violence graphique est importante, il y a eu un moment de basculement assez important. Il y a eu la création d'un faux. En fait, il y a un faux livre de coloriage
un faux livre d'enfant, voilà, qui a été produit. Donc on sait qu'il est faux, mais dans ce livre de coloriage, qui avait été en fait renéotypé et diffusé, notamment chez des policiers. L'idée, c'était que vraiment on disait aux enfants comment poignarder, mais véritablement, et égorger. On n'était plus dans une violence symbolique, mais on était véritablement dans un appel au crime, avec voilà, placez-vous derrière, frappez-le. Voilà. Et donc dans un livre pour enfants. Et donc ce faux a servi vraiment énormément les intérêts du FBI. C'est probablement eux qui l'ont produit. Il se dit que c'est un ancien des Black Panthers qui aurait été exfiltré, et qui aurait été grassement payé pour produire le faux. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des opérations massives contre les leaders des Black Panthers. C'est là qu'on a tué Fred Hampton chez lui pendant son sommeil. Et donc, il y a eu vraiment une volonté de dézinguer tous les leaders des Black Panthers, vraiment, mais physiquement. Donc, et c'est à ce moment-là que les Black Panthers aussi se sont dit il faut qu'on mette énormément l'accent sur ce qu'on fait d'autre, c'est-à-dire les programmes de free food, les programmes sociaux, montrer qu'on fait aussi ils avaient des programmes aussi sur la recherche, le dépistage de la drépanocytose, la sickle cell anemia, qui était une maladie typique des Noirs américains. Donc, et c'est ces aspects-là qu'ils ont mis en place. Et en fait, on peut aussi dater le fait que c'est le moment où le mouvement, il y a un schisme, quoi, véritablement. Eldridge Cleaver, qui est en fait un ancien voyou, pimp, voilà, qui lui fuit en Algérie. Et d'un seul coup, lui, il est véritablement pour la révolution, la lutte armée à fond, et alors que plus du tout le reste des Black Panthers finalement ne le suit pas. Huey Newton, même depuis la prison, prend des positions contre lui, et finalement Bobby Seale finalement est complètement contre cette idée-là. Il est pour l'idée d'un mouvement social qui va s'inclure. Et quand on parlait de la suite à donner, en 72, Bobby Seale, lui, se présente à la mairie d'Auckland. Donc il arrive deuxième. Donc on est complètement dans autre chose, on est dans une poursuite de la lutte, mais de façon institutionnelle plutôt que de façon révolutionnaire. Voilà. C'est pour ça que ce basculement existe. Merci beaucoup. Je sais que vous voulez peut-être poser juste... Oui, mais on peut continuer après la discussion ou même de manière informelle. Oui. Si c'est possible ou pas. Alors, excusez-moi, je vais juste si vous voulez poser peut-être votre question. Allez-y. Merci pour les images et les affiches, elles étaient vraiment très belles, enthousiasmantes, sensationnelles même. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un rapport entre les affiches des mouvements les plus radicaux comme les Black Panthers ou les Black Muslims et celles du mouvement plus institutionnel qui était le mouvement des civil rights, c'est-à-dire le mouvement de Martin Luther King, où il devait y avoir une iconographie totalement différente. Et est-ce qu'il y a des échanges entre les affichistes C'était la question un peu d'Olivier juste avant sur les affiches du SNCC, où en effet il y a une forme de continuité, où de toute manière les membres, les militants du Black Panther sont souvent issus avant, enfin pour une bonne partie, du militantisme des droits civiques, donc du Southern Nonviolent Coordinating Committee, mais aussi du CORE, du LCLC. Et de fait, la création graphique n'est pas arrivée d'un seul coup avec le Black Panther, et oui, elle est issue en grande partie du mouvement des droits civiques. Ouais. Je pense que nous enchaînons ou nous remettons oui. Peut-être votre intervention en début d'après-midi. Émilie, oui, de toute façon, on va faire comme ça. On commencera un petit peu plus tard cet après-midi pour se laisser un petit peu plus de temps pour le déjeuner. D'accord, donc on enchaîne avec la dernière intervention. Merci beaucoup. De toute façon, c'est très riche les questions, donc c'est très bien. Merci. Non, c'est pas tout. C'est très bien. Vas-y. Donc, bonjour et bienvenue. Donc, Adeline Le Ménager réalise une thèse en histoire de l'art, toujours à Rennes 2, toujours sous la même direction de Madame Zabougnan. Vous travaillez sur les Amazones, effectivement, et les études de genre et la persistance
d'un mythe antique dans l'iconographie aujourd'hui, dans les représentations contemporaines. Vous avez déjà publié là-dessus. Et je pense que le mieux est de vous donner la parole à partir de ce thème sur ce sujet. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, ça va ? Ok, super. Je suis désolée, du coup, parce que vous allez tous avoir un peu faim, je pense. Je vais essayer d'être un peu rapide et de ne pas monopoliser trop l'espace. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation, Émilie. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler donc des lesbiennes séparatistes et de leur lien avec les Amazones aux États-Unis, donc à travers des affiches des années 60 et 70, plutôt quand même 70 que 60. Et pour commencer, du coup, je vais vous parler un petit peu des Amazones pour recontextualiser le mythe, qui parfois, en fait, n'est pas forcément très connu. Ou alors assez parcellaire. Du coup, les Amazones, elles vont naître. Le mythe, en fait, commence au 8e siècle avant Jésus-Christ avec Homère, où on a la première mention des Amazones, qui devait être antérieure oralement, en tout cas à cette date, et on connaît leur mythe par donc énormément de textes, mais aussi beaucoup de céramiques sur l'architecture, en sculpture et en peinture. Du coup, là, sur l'amphore que je vous montre, on a 2 Amazones qui combattent un grec avec les deux sont... Donc, il y en a une qui est habillée à la grecque, celle qui est à gauche pour vous, c'est ça ? Oui. À droite, elle est habillée à l'oriental, donc on voit le bonnet phrygien, le maillot à manches longues, l'anaxiri, qui sont vraiment le costume oriental associé aux Amazones. Et de l'autre côté, elle a le chiton et le casque grec. Donc on a une figure qui va apparaître et avec énormément de spécificités qu'on va lire comme une étrangère et à la fois et pas du tout une étrangère. Donc ça peut être une grecque comme une étrangère. Le mythe des Amazones, il va se focaliser sur l'aspect guerrier. Donc là, on les voit combattre un grec. Donc elles sont là pour combattre les hommes. Pour ça, elles apprennent à se battre. Elles élèvent des chevaux. On voit que c'est un animal qui leur est extrêmement relié. Et ça va être aussi le cas pour la réception contemporaine. Et donc elles vont se battre avec des épées, des lances, l'arc et la hache. L'arc et la hache étant vraiment un peu archétypal de l'Amazone, ça va être un peu le moyen de les reconnaître immédiatement. Et la hache, on va y revenir, qui va devenir un symbole du lesbianisme politique dans ces années 60-70, sous la dénomination de labris. Donc la question de la guerre, elle est très importante. La question aussi de la non-mixité, puisqu'elles vivent entre femmes, elles excluent les hommes de leur vie et même les enfants, puisque elles, déjà par rapport à leur système reproductif, elles vont se reproduire une fois par an avec un peuple voisin sur les montagnes. Donc ça, c'est un peu une mythologie autour de leur sexualité. Dans les buissons, donc en plus il y a quelque chose de très sauvage, puisque les Grecs ne feraient jamais ça. Et donc elles sortent de l'hétérosexualité classique, mais en restant dans un système hétérosexuel. Et donc les enfants, soit elles les rendent à leur père, soit elles les tuent, soit elles les mutilent pour qu'ils puissent pas se révolter contre elles. Donc on a une exclusion des hommes, à la fois des hommes en tant qu'amants, à la fois, enfin pas en tant qu'amants mais en tant que mari, à la fois des hommes en tant qu'enfants aussi, et donc dans le rapport maternel. Donc pour les Grecs, elles représentent des symboles différents, donc à la fois un symbole de guerrières extrêmement valeureuses qui vont être des héroïnes comme va l'être Penthésilée. À la fois, elles vont aussi représenter une forme de moralisation en fait de la révolte des femmes, en disant, puisqu'elles meurent systématiquement ou alors elles se font enlever, violer, elles sont réintégrées en fait à l'ordre social normal pour les Grecs. C'est le cas donc d'Antiope que je vous montre là, qui est habillée à l'oriental et qui est enlevée donc par Thésée. Et donc on a vraiment un peu ces deux pôles qui vont être très importants, donc le côté héroïque et aussi le côté de réintégration sociale ou de volonté de les faire taire, en fait, de faire taire cette idée de révolte féminine de l'époque à travers ce mythe des Amazones.
Du coup, les lesbiennes des années 60, fin des années 60 et début des années 70, vont énormément et très massivement reprendre ce mythe. Pour les raisons principales, ça va être la question de la communauté en non-mixité, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Il y a aussi la question de la guerre contre les hommes, qui est aussi un autre des éléments très importants, et l'appropriation des domaines dits masculins de l'époque par les femmes. Donc ça va être 3 points fondamentaux pour cette réception. Donc c'est à la fin des années 60 qu'on va commencer à avoir une théorisation du lesbianisme en lesbianisme politique, où en fait déjà la première des choses, c'est que le lesbianisme n'est plus perçu comme une sexualité, une préférence sexuelle, mais comme un choix politique. Donc même des personnes hétérosexuelles pourraient faire le choix politique du lesbianisme pour ne pas donner de l'énergie au patriarcat. Donc on est sur vraiment une identité politique et plus une identité sexuelle. Ce glissement, il va s'opérer avec une figure très importante donc c'est ce qu'on appelle le lesbianisme radical, le féminisme radical. Ça se nourrit de cette pensée principale. Et on va avoir donc une figure importante de ce moment. Ça va être T. Grace Atkinson, qui va écrire un livre Amazon Odyssey, donc où déjà on retrouve le terme de Amazon dans son ouvrage, et qui va en fait parler des rapports de classe en fait en théorisant les femmes et les hommes comme 2 classes qui s'affrontent. Et donc son ouvrage, il est réalisé de 67 à 72, donc vraiment sur cette toute fin, vraiment au tournant en fait entre le féminisme radical, qui va aussi après basculer vers le séparatisme qu'on va voir. Et donc dans ce livre, elle parle quand même d'une déclaration de guerre, et elle crée des schémas avec une stratégie de guerre contre les hommes. Donc elle est vraiment de manière extrêmement pragmatique en train d'expliquer comment on fait pour vaincre, pour détruire le patriarcat. On fait comme ça. Donc ça va être notre ligne c'est comme ça qu'on pourrait faire. C'est une proposition en tout cas de guerre des sexes en fait. Donc T. Grace Atkinson, elle va faire partie de ce collectif, du collectif qui va créer cette affiche, qui s'appelle The Feminists, et qui va être active donc des années 68 à 73. Et leur but, c'est de détruire les rôles associés au genre et surtout à la féminité. Et donc ils vont créer des visuels, notamment donc cette image, cette affiche, sur laquelle on voit donc une Amazone. C'est une sculpture donc qui est reprise, c'est une copie romaine d'une sculpture connue dans l'Antiquité, qui est faite par Phidias, et donc qui s'appelle l'Amazone blessée. C'est un concours, enfin bon bref, ça c'est pas forcément le plus intéressant, mais en tout cas c'est une reprise vraiment d'une iconographie antique. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on crée pas tout de suite des images, on va d'abord puiser dans les images antiques qu'on connaît, et c'est souvent les mêmes modèles qui reviennent, et notamment ces sculptures-là, ces 3 sculptures d'Amazone blessée, ça va être vraiment, elles vont inonder en fait toute cette période dans la réception. Donc déjà, rien que dans cette question du féminisme radical, on retrouve les Amazones tout de suite. En termes d'iconographie, directement, on va aller vers ce mythe-là. Et en fait, ça va pas arrêter, et ça va vraiment devenir quelque chose de quasiment systématique. Donc cette affiche, elle a vocation à être diffusée dans les bars, dans les librairies lesbiennes et dans des espaces de rencontres, donc qui peuvent être des festivals, etc. Du coup, on a vraiment une diffusion qui est pour la communauté, et c'est vraiment le cas de toutes les affiches que je vais vous montrer. C'est des affiches qui sont pas du tout faites pour être exposées, c'est des affiches qui sont faites pour des personnes précisément et dans un but politique, de support politique, de diffusion de leurs idées, et un aspect très communautaire en fait. On n'est pas du tout sur du grand public ou un message qui va devoir être diffusé largement, pas du tout. On est sur des communautés très restreintes, et même c'est vraiment une vraie volonté en fait. C'est pas juste parce qu'elles n'ont pas d'écho pour la diffusion, non, c'est vraiment un choix. Alors je vais aller un peu vite, pardon. Du coup, après ce féminisme radical, ce lesbianisme radical va mener à ce qu'on appelle le séparatisme. C'est en fait, ça pose les premiers jalons de la pensée séparatiste, la pensée lesbienne séparatiste, qui va donc se développer au début des années 70. Et qui va se passer en plusieurs points. Donc déjà, il y a une séparation avec les mouvements féministes et les mouvements LGBT, déjà existants. Pardon.
Donc déjà, on commence par dire les femmes, les luttes féministes ne nous intègrent pas en tant que lesbiennes dans leur combat, et ce pourquoi nous nous battons ne sont pas les choses principales dont on a besoin, notamment l'avortement, la pilule, qui ne sont pas des combats à l'époque du lesbianisme, mais du féminisme. Et du coup, il y a une sorte d'impression d'être complètement pas représentée par ces mouvements-là. Donc je cite: même si nous ne voyons pas les femmes hétéros comme nos oppresseurs ou ennemis, leurs intérêts sont souvent opposés aux nôtres, et comme agents des hommes, leurs comportements sont parfois oppressifs pour nous. Donc là, première séparation, on se sépare des mouvements féministes. Pareil pour les mouvements LGBT, parce que il est estimé que ces mouvements sont menés par des hommes principalement, donc des hommes gays, et que du coup, pareil, la place des lesbiennes, elle est pas du tout assez importante, et donc les lesbiennes créent leurs propres espaces en fait. Alors donc je vais citer pour vous expliquer une autre forme de séparatisme, donc c'est le séparatisme avec les hommes. Donc nous voyons le séparatisme comme le fait de travailler directement, uniquement avec des femmes. Tout contact avec des hommes, surtout des groupes dominants, est indirect, premièrement sur le papier. Nous ne participerons plus à des groupes de discussion avec des hommes. Toute notre énergie et notre temps sera dépensé avec des femmes et travaillant sur des choses qui nous feront aller vers notre libération. Pour nous, le séparatisme veut dire qu'aucune nouvelle relation avec des hommes ne doit être créée, et que les anciennes relations doivent être abandonnées progressivement. L'amitié demande du temps et de l'énergie. Donc on coupe à la fois les nouvelles relations, on n'en crée pas avec des hommes, mais avec les anciennes relations. Et la famille en fait partie, etc. Enfin, il n'y a pas de distinction. Même une réflexion qui va encore plus loin, je cite encore: nous pensons que des femmes ne devraient pas élever des enfants mâles. Tous les hommes oppriment les femmes, il n'y a pas d'exception. Et ce n'est pas parce qu'il va être bien élevé que ça changera, car le conditionnement sociétal et la sociabilisation sont très puissants. Cela ne pourrait être le cas que quand les femmes auront instauré un matriarcat. Donc, on retrouve la question des enfants masculins qui sont exclus de ces mouvements-là. En fait, c'est une vraie question. C'est pas si évident que ça. C'est quelque chose qui est questionné en permanence dans toutes les revues lesbiennes séparatistes. Il y a la question des enfants masculins revient systématiquement parce que ça cristallise vraiment des passions de la part des lesbiennes qui ont des enfants masculins et des autres qui leur disent non, tu viens pas avec ton enfant. Mais du coup, là, on voit quand même un renvoi au mythe des Amazones qui est très fort, puisque cette exclusion de l'enfant masculin n'a été discutée que dans ce contexte-là. Voilà, ça revient vraiment à ce mythe. Donc, le but de ce séparatisme, c'est de mener au matriarcat. Et du coup, je vais vous citer encore un exemple, une phrase. Donc, tout comme les Amazones se sont battues pour défendre le matriarcat, nous allons développer une nouvelle forme d'amazonisme pour détruire le patriarcat et nous amener vers un nouveau matriarcat. Donc on est vraiment dans une volonté de destruction du patriarcat. Et en fait, on passe même par un stade qui s'appelle l'Amazona, qui va être théorisé par énormément de lesbiennes séparatistes de l'époque, où donc on est dans un pré-matriarcat, en fait, en espèce de matriarcat adolescent, qui donc est cette période de séparation et de création d'espace. Donc on a une séparation avec le féminisme, avec les hommes, et donc dans le but de la destruction du patriarcat, et donc on crée des espaces en non-mixité. Et le premier exemple de ces espaces en non-mixité qu'on va créer, c'est des festivals. Donc je vais un petit peu vous parler donc de cette rencontre-là, qui a eu lieu en 1974 au Michigan, et qui se met donc sous le signe des Amazones par cette affiche qui a été beaucoup diffusée dans les milieux lesbiens, parce que je l'ai retrouvée à la fois à Amsterdam, à la fois à Montréal, et au moins dans ces deux archives lesbiennes là. Donc c'est quand même c'est une affiche qui a quand même pas mal voyagé. Du coup, quand on parle de festival en non-mixité, on pense tout de suite à un festival très important qui est le Michigan Women's Music Festival, qui va être créé en 1976. Et en fait, cette rencontre, elle est antérieure à 1976 puisqu'elle est de 1974. Et donc, c'est un petit peu un prémisse, mais comme c'est pas du tout la même équipe qui fait le festival de 1976 et cette rencontre-là, on peut pas vraiment parler de prémisse, mais en tout cas, c'est dans la même ville, au même endroit, que va se passer donc
cette rencontre, et qui va consister donc à... c'est un collectif qui s'appelle Lansing Area Lesbienne Féministe Collective, de 15 membres, qui va organiser ça, et où va y avoir donc des projections, des concerts, des spectacles de marionnettes. Ça m'a un peu surpris, je trouvais ça intéressant. Et il y a aussi donc la création d'une statue, des danses, donc on retrouve en fait aussi une question de Wiccan en fait, dans ces espaces de non-mixité. C'est quelque chose qui va être assez fort. Et il y a aussi énormément d'ateliers, donc notamment autour des relations multiples, des lesbiennes mères, des addictions, etc. Et il y avait 326 inscrites. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est qu'on dit il faut bien penser à détruire les registres d'inscription à la fin pour pas qu'il puisse y avoir de poursuites en fait envers ces femmes, ou d'assimilation en fait, de listing en fait fait sur des questions de lesbianisme. Et on va retrouver ça vraiment dans tout cet espace de séparatisme, la méfiance envers les autorités. En même temps, c'est aussi une période où l'homosexualité est condamnée, donc on n'est pas juste sur de la paranoïa, on est sur quand même quelque chose de très concret. Et donc 326 femmes inscrites, mais il y en avait beaucoup plus qui étaient là. Donc sur cette affiche, on voit donc une Amazone à cheval qui reprend les codes de l'Amazone du costume oriental avec le bonnet phrygien, le maillot à manches longues et l'inxiride. Elle a aussi une peau de panthère ou de léopard, je sais pas, qui renvoie à une iconographie antique de manière évidente. Et donc elle est sur son cheval, en train de s'envoler dans le ciel avec la lune qu'on voit à la base, et les étoiles ne sont plus des étoiles mais des labris, donc cette fameuse double H amazonienne qui donc est le symbole de la lutte contre les hommes et du lesbianisme politique. Et donc derrière elle, on a une lesbienne contemporaine, donc avec les habits des années 70, qui est tout sourire derrière elle, et je trouve que cette image elle est très forte pour montrer à quel point les lesbiennes se mettent sous l'égide en fait des Amazones, et dans cette c'est vraiment un modèle en fait qui est très joyeux en fait, qui va leur permettre une réappropriation en fait à la fois de l'histoire, de racines, d'avoir une légitimité et de s'inscrire fortement en fait dans quelque chose qui a toujours existé, de la révolte des femmes contre l'oppression et le patriarcat. Ça, c'est une découverte que j'ai faite récemment, que je trouve très intéressante, d'une réappropriation, d'une réinterprétation de cette affiche, qui date de 2016, donc on est vraiment dans le tout récent, dans le tout contemporain, et d'ailleurs c'est bien précisé que cette affiche, elle est vraiment pensée en hommage en fait à l'affiche précédente que je vous ai montrée, et aussi au Festival du Michigan, parce que le titre là, Amazon Women Rise, c'est une chanson qui était à l'ouverture du Festival du Michigan, qui a été créée, qui s'appelle du coup Amazon, et qui a été créée par Maxine Feldman. Et du coup, donc là, on a la réutilisation des codes du lesbianisme séparatiste pour un festival de 2016 qui s'appelle donc le Wolf Festival. Et je ne sais pas s'il a eu lieu parce qu'il y a une levée de fonds qui a vraiment pas fait beaucoup d'émules, donc je pense que ça a dû être une tentative avortée. Et donc là, on voit donc l'Amazone sur un loup, plus un cheval, et elle est reconnaissable que à l'arc. Donc on a vraiment aussi pareil, on se sert beaucoup de symboles très précis pour les représenter. Et tout de suite, on voit un arc, on sait qu'on a une Amazone, qu'on est en face d'une Amazone. Donc les lesbiennes sont les nouvelles Amazones, et donc c'est leur modèle à suivre. Donc il y a une autre forme de séparatisme qui va être expérimentée à cette période, qui va être celui de créer des espaces à la campagne en non-mixité, et aussi dans les villes. Et en fait l'idée c'est de vivre en totale autonomie, donc de croiser des hommes le moins possible. Ces espaces sont à nommer les Lesbian Land. Et un exemple que je voulais vous montrer, c'est cette affiche. Je suis désolée pour la qualité, là, c'est vraiment pas terrible, mais du coup, je vais vous parler un peu de ce qu'il y a écrit dessus. Et de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que l'image, c'est juste une photo où on voit deux occupantes de cette ferme faire leur plancher. Donc, il y a voilà. C'est pas une iconographie amazonienne entre guillemets proprement parler. Donc cette ferme c'est une ferme qui est dans l'Arkansas, qui va être un groupe de six Gwyn. Elle se nomme Dykes. Du coup, je vais vraiment utiliser le terme Gwyn pour parler d'elle, parce que politiquement, ça a vraiment du sens dans ce cadre-là.
Et on voit un truc très intéressant, c'est le Women on Land, qui est à cette période-là, on change carrément le langage, et comme woman comporte man, on enlève le man et on change l'écriture, donc ça va être women, ou woman aussi, on l'a juste avant, le woman, donc avec un changement aussi de langue que je trouve qui montre aussi une démarche vraiment globale en fait de séparatisme. Donc la vocation de cette ferme, c'est d'accueillir des femmes, mais ça peut être donc des femmes pauvres, tout ça c'est spécifié dans les textes, pauvres du tiers-monde, des lesbiennes. Leur priorité c'est d'accueillir les Gwyn, surtout celles qui se battent contre le patriarcat sous toutes ses formes. Nous nous concevons comme responsables de nos sœurs, de la terre et du mouvement lesbien. Donc là, on parle aussi d'écoféminisme, de comment est-ce qu'on est dans une démarche à la fois respectueuse envers, qui va essayer de combattre les oppressions sous toutes ces formes. Donc selon elle, être responsable, c'est créer une maison pour guérir, apprendre à travailler ensemble, partager des compétences, apprendre l'autodéfense, devenir plus forte et commencer à construire une communauté. Elles veulent produire de la nourriture pour les lesbiennes à la campagne et en ville aussi. Donc il y a une volonté aussi de créer un réseau entre elles et les villes, notamment un collectif qui s'appelle The Furies, qui crée une maison en ville, en autogestion, en autonomie, et du coup de leur envoyer des légumes en fait pour qu'elles passent vraiment par une distribution et un réseau totalement lesbien en fait pour pouvoir s'alimenter. Donc nous essayons de vivre notre rêve féministe et matriarcal et d'être attentives aux besoins de chacune. Donc là on est dans la création réelle de ce qui se rapproche donc d'un matriarcat. Et donc sur cette affiche, elle place aussi les règles de leur communauté. Donc la première n'est pas très surprenante. Il n'y aura aucun male dans cet espace-là. Et ça inclut les enfants masculins. Donc là, on cite clairement déjà le séparatisme. Elle ne demande pas d'argent quand on vient séjourner là-bas, parce que pour elle, c'est un outil des hommes, l'argent, la création de ce rapport-là. Pas de junk food, pas d'alcool, pas de canette. Je trouve ça très intéressant, en fait, les règles, parce que ça nous parle vraiment de l'époque de manière très, très matérielle, en fait. Il faut venir avec sa tante, avec son kit anti-vipère. Donc on peut croiser toutes sortes d'animaux. Et on est là pour partager des ressources, et on peut venir avec des objets dont elles ont besoin dans la ville. Donc elles demandent en fait à ce qu'il y ait un peu un aller-retour entre elles, leur production, et ce dont elles pourraient avoir besoin qui n'est qu'en ville. Et encore, on retrouve la question de faire attention à ce qu'on dit aux voisins. Il ne faut pas demander son chemin, il ne faut pas dire où on va, et on ne parle pas aux voisins parce que, et c'est cité dans le texte, l'Arkansas c'est macho. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ce lien donc entre le séparatisme à la campagne, donc cet exemple de ferme qui est vraiment, il y a énormément de collectifs comme ça qui vont se monter sur exactement ces bases-là. Là, et donc on reprend Amazon Farmers, donc on est encore avec cette question du modèle amazonien qui perdure. Et donc ça se passe aussi en ville, où on a des maisons qui vont être en autonomie et où il va y avoir par exemple des cours de bricolage pour la voiture, pour des bricolages aussi de la maison, pour essayer de se passer le plus possible des compétences attribuées aux hommes. Donc le mythe des Amazones, il est particulièrement célèbre dans ce contexte-là, car il permet de référer à un mythe qui se situe historiquement comme non mixte et qui lutte contre les hommes. C'est une utilisation qui renvoie aussi à la notion d'empowerment. Les lesbiennes ont besoin de trouver des racines, parce qu'en fait leur histoire n'existe pas à cette époque-là. On n'a pas du tout de figures lesbiennes antérieures, ou on en a très très peu. Et du coup, les Amazones constituent vraiment une racine, un premier point historique en fait de leur propre histoire. Et c'est aussi un des seuls modèles, comme je viens de le dire, disponible, qui met en scène des femmes qui prennent les armes, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans ce contexte-là. D'ailleurs, donc je cite, « Les Amazones constituent le seul modèle historique d'une société purement féministe que nous connaissons ». Donc là, c'est un livre qui s'appelle « Lesbian Nation », donc qui va être un ouvrage théorique de cette période-là sur le lesbianisme séparatiste. Et on parle de féminisme, donc on renvoie en fait le féminisme sur le mythe amazonien, ce qui est c'est intéressant comment déjà c'est perçu, quoi. C'est déjà des féministes.
Donc ça permet, donc, comme j'ai dit, donc de s'ancrer dans une histoire ancienne, de se légitimer, ça c'est très important, de montrer on n'est pas les premières, et du coup en plus on se place dans une lignée héroïque, puisque les Amazones sont extrêmement valeureuses. Et donc c'est aussi toute une dynamique d'émancipation. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la même période, on va avoir l'existence des Amazones antiques qui va être remise en question par les archéologues et les historiens. J'avais fait exprès d'utiliser le masculin parce qu'il s'agit 99% d'hommes, même peut-être 100%. Et oui, certainement d'ailleurs. Et du coup, là, il y a vraiment une révolte de la part de ces lesbiennes en disant que là, on est en train d'effacer leur histoire et que c'est un mensonge qui est fait sur leurs racines parce que c'est impossible que les Amazones n'aient pas existé. Et donc là, je vais vous citer donc toujours Lesbian Nation, donc avec une phrase qui dit « Nous savons que l'histoire masculine a rigoureusement supprimé et déformé les grands modèles féminins. » Donc là, c'est encore une attaque envers elle et envers ce mythe. Et une autre citation. « Maintenant, je regarde autour de moi et désigne les femmes pour la révolution, les Amazones. Les Amazones sont réelles, les Amazones vivent. La nation lesbienne est une culture amazonienne. » Donc, elles affirment très fort et elles vont écrire énormément d'ouvrages sur la question que les Amazones ont existé et que qu'on leur enlèvera pas en fait ce modèle qu'elles viennent de récupérer et de réinvestir. Et du coup, dans cette même vague, on va avoir énormément de portraits d'Amazones qui vont être, de portraits de représentations d'Amazones contemporaines, qui vont être faits en tout cas par des artistes contemporaines, qui vont être produits. Et donc, je vous en montre un exemple, mais il y en aurait vraiment des centaines. Du coup, avec Noreen Scully, Amazon Hunters, j'ai choisi celle-là parce que elle va apparaître pour la première fois. C'est une affiche du coup, et elle va apparaître dans Lesbian Connection, qui est une revue très importante aux États-Unis, qui est une des revues lesbiennes les plus importantes, en 77. Et en fait, du coup, elle est disponible à la vente, cette affiche, dans ce contexte-là. Donc, on s'adresse à un public lesbien, et c'est fait par une lesbienne. Et du coup, donc on voit deux Amazones très dénudées, avec les cheveux détachés, leur arc qui renvoie tout de suite au statut amazonien. Elles sont en train de chasser dans les montagnes. Il y a un côté très sauvage. Elles correspondent vraiment au canon de beauté normatif de l'époque. Elles sont minces, elles sont blanches, elles ont des formes, etc. La question de l'habillement, on voit que ça n'a rien à voir avec une reprise de l'Antiquité. On est sur quelque chose de totalement inventif, avec cette espèce de peau de bête qui va être très poilue au niveau des jambes et au niveau des fesses et du pubis. Et donc il n'y a que leur carquois et leur arc en fait qui renvoient véritablement à ces Amazones. Donc on est dans la construction d'un imaginaire érotique qui se veut vraiment pour être diffusé pour les lesbiennes. Donc ça c'est aussi hyper important parce que les images érotiques lesbiennes n'existent pas, et en tout cas si elles existent, c'est uniquement un regard masculin sur celui-ci. Et du coup, là, on a une création par des lesbiennes pour des lesbiennes, en fait, de ce type de contenu, même si ça reste assez léger. Et du coup, là, je vais conclure. Donc, les Amazones ont toujours été convoqués afin de livrer des discours politiques. Donc on est vraiment dans une appropriation politique très forte. Depuis les années 70, avec le développement des féminismes et des luttes lesbiennes, on ne peut plus ouvrir un ouvrage sans tomber sur le terme Amazone, en fait, qui, quand on parle de féminisme et de lesbianisme, elles sont vraiment partout. On s'inspire du mythe pour la portée guerrière, pour la dimension collective et non mixte. Elle représente une des rares figures d'identification pour toutes les personnes assignées femmes qui ne s'identifient pas dans la féminité normative. Et donc ça, c'est vraiment un unicum presque à cette période-là, en tout cas. Donc il y a vraiment une question d'empowerment, de modèles puissants, de création d'une histoire des femmes aussi, de matrimoine, dans lequel les femmes se sont toujours révoltées contre le patriarcat, donc de montrer que voilà, c'est quelque chose de très, très ancien. Ça leur donne donc des racines, une légitimité ancienne et une lignée héroïque. Leurs images nous parlent de guerre des sexes, de coming out, de prise d'espace, de visibilisation, de force, de rassemblement du peuple des femmes. Cette énergie féminine de révolte a de tout temps eu besoin de figures de fixation. Les Amazones jouent ce rôle de passeuses. Elles viennent témoigner de leur lutte et montrent que la victoire est possible. Je vous remercie.